50 minutes left. Ah. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Baptiste Defard. Alexandre Lacroix. Et on travaille chez Netapsys. Et aujourd'hui, le sujet dont on va vous parler, c'est l'utilisation de OGI dans un cadre ou sur une cible d'application Java d'entreprise. Je suppose que certains d'entre vous ont dû faire de l'OGI et peut-être sont un peu surpris du fait qu'on puisse utiliser cette spécification pour réaliser des applications d'entreprise. Effectivement, moi je me rappelle la première fois où j'ai ouvert l'aspect OGI, je me suis dit que ça allait piquer un petit peu, qu'il y avait beaucoup de choses à réapprendre, que l'API était exigeante. En fait, et puis j'ai un peu laissé tomber en fait. Et, quelques années plus tard, quand je m'y suis remis, je me suis aperçu que avec l'apparition de OGI Enterprise, à partir de la version 4.2 de la spécification, il y avait une réelle option pour réaliser des applications qui ont aujourd'hui un intérêt chez nos clients. Voilà. Alors, ça passe pas. Ça passe. Ah, merci Alexandre. Au sommaire, donc c'est un retour d'expérience qu'on veut vous faire. C'est pas un sujet très à la mode. On va pas vous parler de. Enfin, si, d'ailleurs, il y a des WebSockets quand même. Mais on va quand même vous parler de Maven, donc c'est un peu has-been, paraît-il. On va essayer de définir les motivations qui nous ont amenés à le faire. Ensuite, de vous décrire un certain nombre de caractéristiques des solutions. Et comme on aime le risque, on finira par une démo. Hein, allons-y. La motivation de s'intéresser à OGI, pour nous, c'est qu'on est très souvent confronté chez nos clients à des problématiques d'intégration de services. C'est-à-dire que le plus souvent, il existe des applications héritées, il y a des nouveaux besoins, il y a déjà des réseaux, il peut y avoir aussi des architectures orientées messages. Tout ça fait un environnement assez hétérogène dans lequel on souhaite être le plus modulaire possible et ne pas pouvoir dire, enfin ne pas avoir à dire on doit tout réécrire, parce que ça en général ça passe pas, et ne pas et avoir quelque chose qui est à la fois maintenable et qui ne finit pas comme un monstre. De ce point de vue-là, OGI qui est basé vraiment sur un modèle orienté service, c'est-à-dire que en fait c'est le service locator classique où un module OGI va publier un certain nombre de services qu'il offre dans un registre, et d'autres modules OGI vont interroger poliment le registre pour savoir si tel service est offert et par quel type de bundle, et de se lier à ces bundles. Ce modèle orienté service extrêmement ancien en fait et très efficace. On a beaucoup de retours d'expérience dessus, on a beaucoup aussi de modèles de patterns utilisables, et ça donne en général des solutions qui promeuvent la modularité, c'est que je considère en fait relativement modulaire dans l'écosystème Java. Et, évidemment, là on va parler de serveurs type Apache Karaf, par exemple avec Camel, avec Aries, et ainsi de suite. Si on prend ces écosystèmes-là, on a pour la mise en œuvre de solutions d'intégration, pour des gens qui font de l'intégration d'applications comme nous, vraiment une plateforme extrêmement solide, riche, avec une grosse communauté. Alors, néanmoins, je me rappelle, quand on avait commencé, on se disait, bah oui, on va faire de l'OGI pour toutes ces raisons-là, mais enfin, comment on va gérer simplement les dépendances, comment on va générer simplement les métadonnées, comment on va faire des tests, parce que mine de rien, par rapport à un modèle Spring, Hibernate, JSF ou JSP, la différence, le gap en termes de mise en œuvre est assez important. Toutes ces questions-là, en fait, on peut les résumer pour nous dans trois catégories. La première chose, c'est que on avait une solide expérience à l'époque de Spring, et on s'est dit, on ne va pas repartir dans la GI sans avoir une solution pour faire de l'injection de dépendance. Donc il fallait qu'on ait des POJO, mais OGI fournit des POJO, mais par contre, il fallait qu'on ait une solution simple pour faire de l'injection. Deuxièmement, on souhaitait absolument avoir des stratégies de test qui soient faciles à mettre en œuvre. Et enfin,
on a beaucoup de builds qui sont basés sur des infrastructures Maven, donc ça devait être automatisable, aussi bien pour nos besoins d'intégration continue que pour nos besoins de déploiement continu. Alors, comme support à la présentation, on a réalisé, on a extrait en fait un besoin qu'on rencontre de temps en temps, qui se prête bien à illustrer l'intérêt que peut avoir la solution. On se pose la question de réaliser, ou on nous pose la question de réaliser un gestionnaire d'informations utilisateurs. En gros, c'est de la syndication d'identité, aussi du provisioning, dans un contexte où on a des back-ends qui sont hérités ou qui sont hétérogènes. Ici, on a pris l'exemple d'un back-end Mongo et d'une base de données LDAP. Alors, le modèle qu'on propose est un modèle d'architecture à plugin, donc tout à fait classique. Il y a une façade provision qui va utiliser une API d'un sous-système repository qui lui-même sera implémenté par chacun des sous-systèmes cibles. L'intérêt, c'est qu'on pourra mettre autant de plugins que souhaité, sans avoir besoin de modifier en fait ni l'architecture du système, ni la façade. Ça, c'est l'architecture à plugin qui veut ça. Mais par rapport à ce qu'on pourrait faire, par exemple en Spring, ou le faire à la main d'ailleurs, ça m'est arrivé, on va bénéficier du côté dynamique de l'invocation de service au SGI, dans la mesure où on pourra modifier un plugin à chaud, on pourra supprimer un plugin du système à chaud, on pourra en déployer un nouveau parce qu'on en a besoin ponctuellement, toujours sans interruption de service. C'est, de ce point de vue-là, un des gros intérêts qu'on peut trouver à ce type de solution. Alors, évidemment, maintenant on va rentrer un peu dans le dur. Dès qu'on veut jouer avec OSGI, il faut se poser la question de faire des bundles. Donc les bundles, bon, c'est vraiment le module par excellence. Il a une façon très précise de définir ce qu'il publie comme information publique, donc son interface, et de ce qui est privé, donc son implémentation. Et par ailleurs, il définit aussi très précisément toutes ses dépendances. Alors, l'ensemble des méta-informations sont publiées dans le manifeste.mf, hein, et en fait, vous allez voir que 90% de ces informations sont générées par un build Maven. Du coup, on revient à une problématique de dire le build Maven, s'il est correctement configuré, s'il gère correctement ses dépendances, si il est bien défini, eh bien vous allez obtenir une génération directe en round trip au fur et à mesure du modification de vos dépendances Maven du manifeste. Et pour ça, vas-y. On utilise le plugin Apache Felix, hein, qui lui-même wrap l'utilitaire BND. Et vous voyez ici, là c'est un exemple. On a publié tous nos codes sur GitHub. Vous aurez les URL à la fin. Ici, donc on voit que le nom symbolique et la version, ce sont les noms, c'est le nom de l'artefact et le nom et la version du projet Maven en question. Et on va avoir des exports qui vont définir en fait l'interface qui est publique et un import private qui va définir ce qui ne sera jamais exporté. La deuxième chose qui est importante, ou en tout cas qui est bien connue des gens qui font de l'OSGI, c'est de connaître correctement le cycle de vie d'un bundle, parce que, en pratique, les serveurs OSGI vont considérer que vous connaissez la spécification, donc quand vous voulez charger un bundle, vous savez qu'il faut d'abord l'installer, puis après éventuellement faire un start, que si ce start ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas forcément résolu toutes les dépendances, etc. Donc, juste pour résumer, au chargement, le bundle est installé. Ensuite, vous allez, au démarrage du bundle, il va être résolu quand le bundle aura, le serveur OSGI, excusez-moi, aura satisfait l'ensemble des dépendances qui sont exigées par le bundle cible. Et enfin, sur le start, il va passer à mode actif. Une fois qu'un bundle est en mode actif, eh bien, il est utilisable par n'importe qui. Si vous voulez le désinstaller, vous le stoppez, il repasse en état résolu et vous pouvez le dégager du système. Une particularité intéressante par rapport, par exemple, à un simple jar, c'est que
avec le service d'administration fourni par les frameworks OGI, vous pouvez modifier les fichiers de configuration du bundle, et la modification de ces fichiers va en général provoquer tout le cycle, c'est-à-dire stop, refresh, mise à jour et redémarrage. Donc vous pouvez imaginer de faire de l'exploitation sans interruption de service. Alors tout ça c'est bien. Il y a plusieurs frameworks candidats à l'injection de dépendance en OSGI. Notamment, il y a Spring qui avait fait Spring Dynamic Module, il y a Piberi avec Joyce, et puis il y a Blueprint. Blueprint, l'intérêt, c'est que c'est une spécification OSGI, donc elle est relativement stable. Son autre intérêt, c'est qu'elle a des implémentations tout à fait utilisables en open source. Aries est un framework que nous on utilise régulièrement sans vraiment de problème. Et l'intérêt principal d'utiliser un framework de ce type-là, c'est qu'elle va nous permettre de nous abstraire de l'API OSGI. En gros, vous allez avoir un blueprint container qui est équivalent à un container Spring, dans lequel le service activator, si vous avez des services trackers et que vous êtes habitué à les faire à la main, ben ici vous n'avez plus besoin de le faire. Le service activator est pris en charge directement par le framework sur les class factory. Et le service tracker va être remplacé par un cycle d'événements avec les services listeners fournis par Blueprint. Alors la syntaxe, ça c'est un avantage ou un inconvénient, ça dépend de vos goûts. Elle est très proche de Spring, mais c'est du Spring XML, c'est-à-dire que c'est vraiment du Spring à l'ancienne. Donc là, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Donc je suppose que vous connaissez tous bien Spring, donc je vais aller assez vite. Un service va exposer une interface et référencer un bin. Du coup, vous pouvez considérer que vos bins deviennent des services. Ici, l'interface repository référence le bin LDAP service qui lui-même est une implémentation, donc sur LDAP, de mon contrat d'interface de recherche. On a supprimé pour le slide le property placeholder. Il y a une syntaxe très proche pour faire des property placeholder avec Blueprint qui font que vous n'êtes pas embêté vraiment avec ça. Pour l'utilisation, vous avez juste à retenir qu'on utilise l'élément référence pour dire qu'on va vouloir avoir une référence sur un service qui est dans le registre, bien sûr. Et ici, vous avez repository, qui est donc une simple référence, c'est un singleton sur l'interface. Évidemment, ici, vous n'avez aucune information sur quel type d'implémentation il y a derrière. Alors, je l'ai mis là pour l'illustration parce qu'en fait, elle n'est pas utilisée dans ce blueprint contexte. Ce qui est utilisé, c'est une forme que je trouve beaucoup plus intéressante et en tout cas qui correspond aux besoins du modèle qu'on a présenté. C'est référence list. Cette fois-ci, vous allez déclarer une collection de références sur des services sans avoir besoin de préciser combien de services sont concernés, s'il y en a 0, 1, 2, 3 ou 4. C'est pour ça qu'on a mis optional, parce que si vous ne mettez pas optional, eh bien, l'injection va considérer qu'il n'y a pas de résolution des dépendances et va se bloquer. D'accord ? Le fait de mettre optional, ça veut dire que dans mon bin search service, repository est éventuellement une collection vide. Alors, ça va s'éclaircir probablement en Java. Vous voyez que là, c'est effectivement le code complètement réalisé de la façade. Il y a une liste d'interfaces sur repository. Le code est très brutal. On parcourt cette liste. Le premier plugin qui donne la réponse stoppe la recherche. Et ici, ce code fonctionne avec autant de plugins que nécessaire ou 0. Si vous deviez écrire ça en Spring, c'est un tout petit peu plus compliqué, je pense. Voilà. Alors, en ce qui concerne les tests, bon, il y a des tests unitaires classiques Pojo, mais j'y reviens pas parce que vous voyez que ce sont des Pojo. Donc, globalement, tout ce que vous avez déjà fait sur les tests sont applicables. Vous pouvez faire des mocks, vous pouvez utiliser TestNG, vous pouvez utiliser JUnit, enfin à peu près tout ce que vous voulez, ça va fonctionner.
La question qui est beaucoup plus problématique, c'est de tester, de faire des tests d'intégration. Et là, on va le voir, PaxExam fournit vraiment aujourd'hui des classes extrêmement utilisables pour faire des tests d'intégration très facilement. Enfin, par honnêteté, je vous signale qu'il y a une classe très, très intéressante qui a été fournie avec les versions récentes de Camel. Camel a fait beaucoup de développement et beaucoup d'efforts pour permettre l'utilisation de Blueprint dans ses composants. Et fournit une classe Camel Blueprint Test Support qui en fait wrap un projet rigolo qui s'appelle Pojo SR qui vous fournit en fait un micro-environnement Blueprint qui vous permet de tester unitairement un plugin Blueprint. Enfin, ou un bundle Blueprint. Bon, avec Alexandre, on a discuté parce qu'il me disait c'est pas vraiment terrible de dire qu'on détourne une classe d'un framework alors qu'on n'utilise pas forcément Camel dans le projet. C'est vrai, mais on le fait quotidiennement. Donc, voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà, c'est dit. Alors, là, c'est un test PaxExam. Vous voyez que, alors c'est la version 3 de PaxExam. C'est un peu... parfois, faites attention, PaxExam, quand vous prenez la doc sans faire trop attention et que vous commencez à vous dire que vous utilisez les librairies de la version 3 avec la doc de la version 2, ça marche pas très bien. Mais ici, donc, j'ai fait attention et j'ai pris la version 3. Vous voyez que le test va commencer, bon, vous définissez le runner, et ensuite le test va commencer par vous demander un fichier de configuration qui vous renvoie, dans lequel, vous devez renvoyer la liste de tout ce que vous voulez mettre dans l'environnement de test. Alors là, franchement, il y a eu un travail que je trouve très impressionnant qui a été fait par les gens de Pax et aussi par le projet Carafe, où vous voyez que vous avez Core Option de Maven et vous commencez à donner des références Maven. Donc c'est quelque chose que vous faites comme vous écririez un POM. Ici, on définit directement le serveur Carafe qu'on veut utiliser. Il sera téléchargé dans le repository. Après, ici, on va définir la référence. Ici, c'est le test Mongo, donc on prendra la Mongo feature. Alors, les features, c'est Alexandre qui va vous les traiter. Donc, je lui laisse la surprise de le faire. C'est quelque chose de très intéressant, c'est une espèce de métadépendance. Et ensuite, ça devient trivial. Vous dites que votre Carafe, il doit démarrer avec ces paramètres de configuration-là. Vous définissez les logs, vous chargez votre feature et vous avez fini la configuration de votre serveur. Comme c'est une version assez récente, elle supporte l'injection de dépendance, enfin, les injections, Java standard. Du coup, maintenant, mon service, j'ai juste oublié, je vous prie de m'excuser, de faire un test que ça n'était pas nul à l'entrée de mon test. Hein, ce qui, si ça s'était mal passé, je me prendrais un nul pointer exception, et c'était bien fait pour moi. Sinon, après, j'exerce mon système. Là, ici, je cherche MyDavis, puisqu'on est dans la salle MyDavis. Je fais mes asserts, et j'ai terminé. Ce que je viens de vous montrer là, c'est utilise le maximum de conventions par défaut de PaxExam. Ça veut dire que l'environnement de test va être par méthode. Donc, c'est un peu long, forcément. Hein. Mais vous pouvez le faire par classe, sachant que vous êtes un peu moins isolé quand vous le faites pour toute une classe de test. Et j'ai fini. À toi, Alexandre. Merci Jean-Baptiste. Pour ma part, je vais vous parler dans un premier temps du déploiement de bundle dans un contexte OSGI. Et ensuite, on a préparé une petite démonstration avec une application qu'on a développée pour l'occasion. Donc, pour le contexte du déploiement, je vais avoir en gros deux parties. La première que, a priori, tout le monde connaît, qu'on maîtrise bien, c'est la partie qui s'appuie sur une architecture de déploiement Maven. Donc avec, d'une part, côté projet, dans un fichier POM, je peux renseigner l'adresse d'un repository distant, et donc d'autre part, ce fameux repository distant qui est accessible. Donc cette partie, on la connaît, a priori, c'est maîtrisé. Et on a une deuxième partie, donc ici, avec un serveur qui va embarquer un conteneur Apache Carafe, qui est, à notre sens, un conteneur léger, et chez NetApp6, en général, on conseille d'utiliser, de l'utiliser, quoi. Donc sur ce serveur, on aura notre Carafe,
et donc un repository local tout à fait classique. Donc, on ne peut pas parler de déploiement dans un contexte OSGI avec Apache Karaf sans parler de feature, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une feature. Une feature, en fait, c'est une facilité de déploiement qui est mise à notre disposition par Apache Karaf. C'est en fait, grâce à de la syntaxe XML, on va pouvoir définir une feature qui est en fait un regroupement de bundles. Donc, dans ma feature, je liste des bundles dans l'ordre de leur dépendance. Donc, ici, j'ai un premier bundle de driver, un deuxième qui contient l'API, et le troisième, c'est pour le coup l'implémentation Mongo de mon repository. Donc, je liste mes bundles, je nomme ma feature, et donc, on va voir ensuite que ça va faciliter grandement le déploiement. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est regrouper mes features dans un fichier de features, un fichier XML en fait, donc qui va contenir toutes les features de mon projet. Ce fichier de features XML peut être propre à un projet ou bien à un bundle. Nous, en général, on conseille plutôt de faire un fichier de features pour tout le projet et ensuite de découper le projet proprement en fait, dans un fichier commun. En fait. Donc ici, on voit que je liste 3 features. On se rend bien compte, évidemment, qu'une feature peut elle-même lister d'autres features, ce qui me permet d'avoir en fait un graphe de dépendance avec ici une feature parent qui s'appelle repositories et qui va elle-même référencer LDAP service et Mongo service. Donc les deux implémentations qu'on a prévues dans le code d'exemple. Et donc ici, j'ai ma feature LDAP Service et ma feature Mongo Service, et chacune démarre les bundles dont elle a besoin. Donc ce fichier de features, comme tout autre artefact, sera déployé donc sur le repository distant. Donc ce repository distant, l'objectif en fait va être de l'utiliser pour faire un lien en fait entre la partie projet et ma partie serveur, donc, et mon Karaf en fait. Donc voilà comment ça va se passer. Du côté de mon projet, à nouveau, on a une situation bien connue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la configuration Maven. Dans mon pom.xml, je donne l'adresse de mon repository distant. Je sais faire. Et de cette manière, à l'aide d'une commande simple, clean deploy, je vais donc générer mes bundles et les déployer sur mon repository distant. Côté serveur, il faut que je puisse faire en sorte que Karaf connaisse ce repository distant pour qu'il puisse aller consommer les bundles. Et donc Apache Karaf me permet de le faire dans un fichier de configuration dans lequel je vais pouvoir renseigner justement l'adresse de ce repository distant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ces deux configurations simples, je suis capable, d'un côté, de pousser des bundles depuis mon poste sur un repository distant, et côté serveur, je suis capable d'aller les consommer pour pouvoir les démarrer en fait, directement sur le serveur. Donc, maintenant qu'on sait déployer nos bundles sur le repository, on va chercher donc à les démarrer sur notre serveur Karaf. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce que Karaf fait pour localiser les bundles? Donc la réponse est la suivante. La première chose qu'il va faire, c'est que quand on va lui demander donc, de démarrer un bundle, il va aller le chercher dans le repository local de la machine. Donc a priori par défaut, c'est le répertoire M2 repository. Si le bundle ne s'y trouve pas, il va aller chercher dans un répertoire qui lui est propre, le répertoire système, donc qui se trouve à la racine de Karaf. Il va aller vérifier dans ce répertoire-là. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce répertoire qui est assez intéressant. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que on pourrait imaginer en fait un Karaf dans lequel on dépose les bundles de notre projet ainsi que l'ensemble des dépendances nécessaires au projet dans ce répertoire système pour obtenir en fait un Karaf entre guillemets autosuffisant qui peut avoir un intérêt par exemple sur des applications embarquées. Voilà.
Donc si le bundle ne se trouve pas dans ce répertoire système, le troisième endroit où il va aller le chercher, c'est dans le ou les repositories distants dont j'aurais renseigné l'adresse au préalable dans ma configuration. Donc ensuite, une fois que je sais localiser mes bundles depuis mon serveur, j'aurai besoin d'une console Carafe pour demander le démarrage des bundles. La console donc, que je peux lancer soit depuis le serveur, soit, et c'est pratique, en SSH depuis n'importe quel poste. À partir de là, je vais avoir deux manières de démarrer un bundle. La première, c'est de manière unitaire, avec une commande install, suivie du chemin Maven de mon bundle. Et de cette manière, je vais récupérer donc, le bundle depuis le répertoire, on ne sait pas lequel, où il se trouve, enfin peu importe lequel, je vais récupérer le bundle, et je vais le mettre en cache. Donc là, le bundle, je fais appel à vos souvenirs du schéma de tout à l'heure sur le cycle de vie des bundles, le bundle passe à installed. Et en retour de cette commande, je récupère un identifiant de bundle qui me permet d'appliquer la commande start sur cet identifiant. Et là, Apache Carafe résout les dépendances qui vont bien. Et si ça se passe bien, mon bundle passe au statut active et il est prêt à être utilisé en fait. La deuxième possibilité, c'est directement de démarrer une feature. Donc, grâce à la commande feature de .install, en nommant ma feature, je peux démarrer l'ensemble des bundles de ma feature. L'intérêt ici, c'est que pour chacun des bundles listés dans cette feature, Apache Carafe va donc les récupérer, les résoudre et les démarrer automatiquement. Donc en fait, on peut imaginer ici qu'en une ligne de commande, je suis capable de récupérer tous les bundles de mon projet, de les résoudre, de les installer et donc de les démarrer. Donc c'est une facilité quand même assez sympa. Donc voilà, donc pour résumer sur le déploiement, on a donc ce qu'on a dit, c'est que la bonne configuration d'une part côté projet et d'autre part côté serveur me permet de faire un lien entre donc mon projet et mon serveur via un repository distant sur lequel je suis capable de pousser des bundles et d'aller les chercher depuis mon serveur. Pour les démarrer, comme je vous ai dit, Carafe va aller les chercher d'abord dans le repository local, puis dans le répertoire système si le bundle n'est toujours pas trouvé, et enfin sur le repository distant. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter notre petite démonstration. Avec donc une application qu'on a développée pour l'occasion. Ce que je vous propose, c'est en fait une démonstration sous forme de quiz. Je vais faire un truc plus simple. Les ennuis commencent. Voilà. Donc on va faire une démonstration donc, sous forme de quiz. Ce que je vous propose, c'est d'afficher à l'écran des questions. Donc là, il n'y a pas encore de questions, évidemment. Et de vous proposer d'y répondre par mail à l'adresse devox@netapsys.fr. Donc la première chose que je vais faire, c'est donc, comme pour illustrer mes propos, c'est déployer mon application. Donc pour vous montrer que je ne vous ai pas menti et que tout ce que j'ai annoncé fonctionne. Donc comme je vous ai dit, grâce à un clean deploy, je déploie mon application sur l'Artifactory. Donc évidemment, j'ai correctement configuré aussi bien ma partie projet que ma partie serveur. Voilà. Donc là, mon application est déployée. Et côté serveur, donc ici, j'ouvre, comme je vous ai dit, une interface, un client Carafe, une console Carafe. Grâce à la commande list, je peux me rendre compte que pour l'instant, aucun bundle de mon projet n'est déployé sur le serveur. Donc la fameuse commande pratique feature install me permet de démarrer l'ensemble de mon projet démo. Je ne sais pas si vous voyez bien le noir. Voilà. Donc j'ai déployé mon application
directement depuis mon serveur. Je vous propose de répondre donc à cette question par mail. Voilà. Donc on a une première réponse évidemment qui est fausse, bravo. Et on a donc les réponses qui arrivent au fur et à mesure sur l'interface graphique. On va peut-être attendre une bonne réponse pour se rassurer, parce que là je suis un peu inquiet. Voilà. Donc bravo Céline Gillet qui a trouvé la réponse. C'était pas trop dur. Hein. C'était facile. J'en ai d'autres plus durs pour après. Donc voilà. Donc c'était un peu histoire d'interagir avec la salle. Maintenant, je vais vous montrer plus précisément comment on s'y est pris donc, pour développer cette micro-application dans un contexte OSGI en s'attachant bien à respecter tous les principes qu'on a énoncés avant. Donc, je vais revenir sur les slides et voilà, et vous présenter dans un premier temps donc l'architecture de cette application. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la démonstration, on a globalement simplifié l'ensemble du code, puisque l'objectif n'était pas forcément de faire quelque chose de très détaillé, mais simplement vous montrer comment est-ce que facilement on pouvait développer une petite application dans un contexte OSGI. Donc ici, on a un container carafe. Il faut savoir que chaque carré, en fait, est un bundle bien indépendant dans lequel on a pu développer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une liste de questions en vert ici, qu'on va déployer au fur et à mesure sur le serveur. Et au démarrage de la question, en fait, la question a la responsabilité de s'annoncer, d'annoncer sa présence auprès d'un question manager, peut-être qu'on ne voit pas très bien, donc d'un question manager qui est côté moteur, donc l'engine, qui est en fait le cœur de l'application. Donc les questions se déploient au fur et à mesure, elles s'annoncent auprès d'un moteur, et le moteur, lui, donc récupère l'information de la présence d'une nouvelle question et va notifier via une file JMS donc l'arrivée de la nouvelle question. On a ici un bundle web donc, qui va s'occuper simplement de l'affichage, qui va consommer les messages postés par le moteur dans cette même file JMS, et à la récupération de l'information, grâce à une petite partie Angular, au fur et à mesure, va afficher les questions qui arrivent en fait. Donc là, on a simplifié le manager simplement pour dire que l'arrivée d'une question écrase la précédente. On gère une question à la fois, on a fait simple. Et on a de ce côté-là, donc, la partie collecte des réponses. Et c'est là que ça devient intéressant. On a pensé, nous, à faire la collecte des réponses par email. Donc, on a développé un bundle, donc email collector, donc, qui va utiliser en fait un composant Camel qui va s'occuper de récupérer les emails sur le serveur et de nous les fournir en fait dans notre bundle. Dans cet email collector, la seule chose qu'on a eu à faire du coup, c'est récupérer l'email, le transformer en réponse, le sérialiser en JSON, puisque c'est du JSON qui va transiter sur le broker, et donc poster la réponse sur une file JMS. Le moteur, lui, de son côté, il va écouter les messages qui arrivent dans cette file, les récupérer, donc les consommer, et les faire passer. Donc, il va vérifier évidemment que la réponse, il va vérifier que la réponse est-ce qu'elle est bonne, est-ce que c'est la bonne réponse ou non, et il va envoyer donc du coup toute l'information à la partie web qui à nouveau va consommer les messages et afficher les réponses au fur et à mesure. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'intérêt d'une architecture OSGI sur ce genre de problématique, c'est qu'on pourrait imaginer demain qu'on a besoin de collecter les réponses de manière complètement différente. On a eu une idée c'est une idée parmi d'autres. On pourrait imaginer qu'on a besoin de collecter les réponses dans une base de données. On aurait ici simplement à développer un bundle complètement indépendamment du reste, qui va utiliser à nouveau, par exemple, un composant Camel qui va se servir dans une base Mongo, allons-y, et qui va de la même manière sérialiser les réponses et les poster dans une file JMS. Avec une architecture OSGI telle que celle-ci, on peut imaginer donc de multiples manières de collecter les réponses, et on peut imaginer leur déploiement au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des besoins,
et donc sans interruption de service. Et donc c'est là que l'architecture OSGI est intéressante. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu de code pour vous montrer donc que finalement, c'est pas si compliqué que ça de développer. Alors l'application est simple, d'accord, mais c'est pas si compliqué que ça de développer dans un environnement OSGI. Côté questions, on a essayé de faire en sorte que les questions soient les plus simples possibles. Donc chaque question est embarquée dans un bundle, et on a réussi finalement à résumer la question à un fichier de configuration blueprint.xml que vous avez ici, avec 3 choses. Une référence au question manager, donc qui est le service auprès duquel la question va se déclarer. La deuxième chose, c'est l'implémentation de la question elle-même, donc avec un identifiant, la question et évidemment la bonne réponse. Et la troisième chose, c'est un objet recorder qui, grâce à une méthode d'initialisation et une méthode destroy, va permettre en fait au démarrage du bundle, et le pendant du coup c'est à son arrêt, d'enregistrer la question du coup auprès du manager ou de désenregistrer la question si j'arrête le bundle. Côté moteur, donc vous avez ici une classe Java qui résume franchement quasiment l'intégralité du code du moteur. Donc vous voyez ici qu'on a 2 routes camel qui font quelque chose d'assez simple, c'est consommer des messages sur la file JMS, donc récupérer les réponses qui arrivent au fur et à mesure. On a ici un processeur en fait qui va, comme je vous ai dit, simplement vérifier est-ce que la réponse est la bonne ou non, en fonction de la question qui est en cours. Et ensuite, sérialiser la réponse en JSON et simplement alerter l'interface graphique de la présence d'une nouvelle réponse. Voilà. Donc c'est quand même relativement simple. Du côté de la collecte des réponses, à nouveau, on a une classe Java qui finalement, il y a toujours 4-5 lignes de code et c'est vraiment une bonne illustration de la simplicité. On a ici donc la collecte des réponses qui utilise, comme je vous ai dit, un composant Camel, donc le POP3, qui fait le travail pour moi. Donc il va récupérer les emails sur le serveur et qui me permet du coup ensuite de les lire. Et moi, on n'a plus qu'à transformer donc l'email en objet réponse en fait, à la sérialiser et à la poster dans la fameuse file JMS. Donc là, on a vraiment 5 lignes de code qui font la transition entre l'email qui arrive sur le serveur et je passe la main à un moteur avec une réponse constituée, quoi. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la fameuse feature que j'ai démarrée tout à l'heure au début de la démonstration, donc qui est en fait ici la feature quiz, qui est la feature racine de mon fichier de features, qui, elle, va démarrer donc l'API, le moteur, la partie web, la partie collecte des emails et une question, puisque vous avez vu qu'il y avait une question qui était arrivée. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer aussi l'utilisation réelle des features. Tu veux montrer une deuxième question ? Donc ce que je voulais montrer pour compléter la démo, c'est... Hop, je récupère mes trucs. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était une deuxième manière de déployer un bundle. Je vais déployer une deuxième question, donc à vos smartphones. Elle est très dure. Donc, c'était la commande install qui me permet de déployer un bundle de manière unitaire. Donc, je donne simplement son chemin Maven. Je déploie une question qui s'appelle to, donc 2 pour les bilingues. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai en retour un identifiant que Karaf me fournit. Je démarre la question, et donc en temps réel, je la vois apparaître sur l'écran. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué, mais à la limite, c'est pas forcément pour ça qu'on est là. Et donc, je vais voir si quelqu'un a la réponse. Bon, visiblement, personne n'est au courant. Si.
Bravo François Robert. Ouais. Ah, fallait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Bon, visiblement la salle est bien informée. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une autre facilité de déploiement qui est mise à notre disposition par Carafe. Donc j'ai ici mon serveur Carafe et j'ai un répertoire deploy en fait qui va me permettre de juste en copiant mon bundle, donc mon fichier jar, de démarrer automatiquement ce bundle que je lui fournis. Donc j'ai préparé ici la question 2 que j'ai déjà déployée et j'ai une question 3 dans un jar et juste en la... Alors, je vais pas cacher ça, voilà. Donc juste en déposant un bundle ici, voilà, j'ai la question 3 qui apparaît, juste en déployant par copie du jar dans le répertoire deploy. Bon, celle-là elle est plus dure, c'est 2002. Voilà, donc c'est tout pour la démo. J'espère qu'elle vous a plu. On va maintenant conclure. Bon, la conclusion, à notre sens, c'est que effectivement, il est tout à fait possible de réaliser des applications Java d'entreprise sans révolutionner complètement ses pratiques avec cette solution d'écosystème. On a beaucoup de reconnaissance pour les équipes de développement Carafe, Camel, qui nous ont fourni vraiment des outils qu'on a juste illustrés là, qui rendent extrêmement simple de trouver les solutions à des problématiques d'intégration, avec, par rapport à une architecture de WAR dans lequel vous allez mettre des façades qui seront des web services ou avoir des démons qui auront en fait des Java purs sur un démon qui feront la même chose, une plus grande souplesse, je pense, en exploitation et une plus grande souplesse du système lors des refactorings ou des évolutions fonctionnelles. L'autre chose, c'est que, en plus de la modularité, le système de déploiement en utilisant des repositories Maven, en ce qui nous concerne, les repositories Maven, on les a déjà. Ils sont déjà mutualisés, on sait les utiliser. Et pouvoir déployer des applications en s'appuyant là-dessus avec des serveurs qui sont capables soit de se provisionner automatiquement la nuit, soit de se provisionner parce que c'est de la prod, quand les équipes d'exploitation décident de se provisionner avec les bonnes coordonnées, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant en pratique. C'est pas très révolutionnaire, mais c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on a plusieurs applications multisites qui sont gérées en fait avec un repository Maven sur lequel les développeurs déploient et les administrateurs viennent chercher les différentes évolutions. Dans un contexte dans une cible de faire du déploiement en continu, c'est vraiment aussi quelque chose de très confortable. En fait. Enfin, bien sûr, la reconfiguration dynamique qui est une caractéristique de AGI, on en bénéficie sans, à mon avis, en payer vraiment la complexité en termes d'API. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a en tout cas illustré le fait qu'en restant assez simple, on pouvait avoir des applications Java avec plus de potentiel, plus de souplesse quand on en a besoin. Voilà. Alors, donc tous les codes sont publiés sur GitHub. Hein, et, oui. Allô? Ah oui, merci. J'ai une question. Je suis développeur de framework. Comment? Oui. Je suis développeur de framework. Oui. Et il se trouve que j'utilise Hibernate, enfin pas Hibernate, pardon, CGLib Oui. pour créer des proxys. Oui. Et un jour, j'ai quelqu'un qui utilise mon framework et qui me dit bah, je voudrais mettre dans OSGI. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions simples pour résoudre enfin, vous connaissez le genre de problème, c'est très connu, hein, le problème de class loader, etc. Est-ce qu'il y a des solutions simples qui sont documentées sur Internet
ou pas? Parce qu'en ce moment, bon, bah, j'essaie de résoudre le problème, mais c'est assez galère. Alors, c'est effectivement un sujet qui fâche, dont j'aurais dû parler, mais j'ai oublié. Effectivement, le problème, c'est que chaque bundle, contrairement à un jar classique, a son propre class loader. Et qu'effectivement, CGlib est un problème connu, qui pose des problèmes connus. Je pense que ASM l'a résolu. Donc c'est peut-être une option pour vous. Sinon, je ne sais pas. Je vous le dis franchement. Effectivement, historiquement, ce que nous, on a fait, comme on n'est pas des développeurs de framework, on est des développeurs d'applications, c'est qu'on a épuré nos librairies pour prendre des librairies qui étaient compatibles OSGI. Et d'ailleurs, si vous regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup de librairies qui sont OSGI compliant et qui sont utilisées. Notamment dans les communautés Caraf, Service Mix, ils ont fait un gros effort de bundleisation et de communication vers les équipes de développement de ces librairies pour qu'on puisse les utiliser. Mais c'est effectivement une question délicate. Le plugin Maven, vous n'avez pas eu de problème de performance avec pour créer des bundles un peu consistants? Alors non. Non, j'avoue que la question me surprend un peu parce que la génération du manifeste, en règle générale, se fait raisonnablement rapidement et ne pose pas de problème de performance. Les problèmes de performance, on les a rencontrés par exemple avec Pax. Quand on met trop de tests, c'est des tests d'intégration. Donc là, par exemple, pour vous donner une idée sur la façade de repository, la façade provision, j'ai écrit 4 tests, ça met 1 minute 15. Parce que chaque test relance complètement un Caraf et qu'en plus, je lui ai demandé de ne pas mutualiser l'environnement de test. Donc à chaque fois, il recommence tout. Pour la génération de manifestes, j'avoue que non, la question me surprend. J'ai pas la notion de... Vous avez rencontré le problème ? Et il y a quand même une question qui me vient à moi, une curiosité, c'est comment on peut avoir tellement de dépendances à mettre dans un manifeste qu'on a un problème de perf. Quand on récupère une application legacy, oui, d'accord. Alors, qui est énorme effectivement, par contre, la bundleisation d'applications est à mon avis un sport à risque. C'est-à-dire que c'est pas simple, on est d'accord. Et ça a été d'ailleurs historiquement un frein à l'utilisation pour faire des applications projets qui ne sont pas orientées embarquées ou orientées au SGI. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plus un frein parce que depuis ces dernières années, avec notamment la OSGI Entreprise, il y a eu un très gros effort de développement de la communauté pour fournir des moniteurs, JTA bundleisables, Hibernate, tous les JPA, etc., tous les services d'une application d'entreprise. En général, on a les librairies entre guillemets habituelles qui sont utilisables. C'est vrai que sur les applications legacy, j'avoue que je vous offrirai une bière. Oui, merci pour la présentation. En fait, moi j'avais une petite question. C'était parce qu'au début vous avez parlé de Blueprint. Oui. Versus Spring Modules, oui. En fait. Je voulais savoir pourquoi vous avez porté votre choix sur Blueprint, voilà, tout simplement. Alors, il y a la réponse officielle, c'est que Blueprint est une spécification AGI et que Spring ne l'est pas. En fait, historiquement, les équipes de Spring Dynamic Module ont participé à la spécification Blueprint. La réponse officieuse, c'est qu'il y a eu un moment où, en tout cas pour le développeur de base que je suis, SpringDM a été inutilisable parce qu'ils changeaient leur dépendance d'endroit, les repositories n'étaient pas des repositories Maven, c'était encore ailleurs, ils ont fait un certain nombre de tentatives et puis ils sont finis dans l'écosystème Eclipse. Ils y sont d'ailleurs toujours, c'est Gemini il me semble, enfin oui c'est ça. Bon très bien, c'était plus difficile en fait à utiliser, alors qu'au départ on avait exactement la même idée que vous, c'est-à-dire on se dit, puisqu'on vient de Spring, que SpringDM c'est OSGI, la voie royale c'était de faire du SpringDM. Et à l'expérience, c'était beaucoup plus simple de faire monter les équipes en compétences et puis de stabiliser une solution Blueprint. Ça, je vous parle de ça, c'était dans 2010-2011. Et il s'avère qu'aujourd'hui,
En tout cas, si on me proposait la question, je voterais pour Blueprint. Enfin, je voterais pour Blueprint sans hésitation. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans la salle qui a un autre retour, mais à moins que vous travailliez vraiment sur des plugins Eclipse et ainsi de suite, où Blueprint peut être une meilleure solution pour faire des applications non spécialisées fonctionnellement. Ça marche plutôt bien. Et ça commence à être en plus très bien documenté. Hein, voilà. C'est ça le choix. Mais je sais que Alexandre, toi, tu travaillais avec Piberi, par exemple. En fait, l'alternative crédible aujourd'hui à Blueprint, c'est le couplage Google Juice Piberi. Donc Piberi qui est une surcouche de Google Juice pour faire les injections de dépendance interbundle en fait. Et donc là, par contre, on travaille plus avec des fichiers XML, des fichiers de configuration XML. On travaille essentiellement avec des annotations en fait. Et donc là, toute la configuration se fait en Java. Donc en fait, c'est du coup, pour avoir utilisé les deux, c'est vrai que je pense que le choix se porte surtout sur la préférence plutôt d'annotation ou plutôt de configuration XML, quoi. Oui, c'est fini. Alors, on vous propose de continuer la Autour d'une bière. conversation.